Ce que je vais essayer de faire aujourd'hui, c'est vous parler un peu je dirais presque d'un problème lancinant et pénible, qui est la question des réformes des systèmes de santé. En gros, c'est un sujet qui fait l'objet de nombreuses réflexions, débats et analyses depuis 25 à 30 ans. Et c'est probablement aussi un sujet où c'est difficile de dire des nouvelles choses. Là, je vois André-Pierre n'est pas ici. André-Pierre va parler demain. Je vais faire référence à certains de ses travaux récents. Et ce que je vais faire ce matin, on a travaillé beaucoup depuis les 20 dernières années sur le fonctionnement des organisations de santé en développant l'idée d'organisation pluraliste et en s'intéressant entre autres au leadership, au cycle de changement dans ces organisations, au rôle des outils de gestion. Et Viviane, tantôt, va nous en donner un exemple éloquent. Et pour en fait arriver à deux conclusions qui sont assez simples. Un, pour faire bouger les organisations et le système de santé, si je le mets en termes très pratiques, on a besoin d'une capacité de leadership plus distribuée, plus collective, qui correspond en fait à la complexité de ces systèmes-là. Donc, je dirais, quelque chose dont on a de la misère à se débarrasser. On pense encore que c'est une bonne idée, que ça permet de comprendre certaines choses. Et la deuxième, peut-être, petite idée, c'est de dire ce qu'on appelle les réformes ne prennent forme que lorsque, et là, il y a certains travaux que vous faites à votre centre de recherche, les réformes ne prennent forme que lorsque des acteurs concernés dans la dispensation des soins et services, entre guillemets, s'approprient ou font sens avec ces réformes-là, et je vais revenir sur ce point-là. Donc, les réformes ne sont pas juste la production de grandes politiques. Les changements institutionnels dans un domaine comme la santé sont aussi l'apanage, et de façon très importante, de ce qu'on a appelé des micro-pratiques ou des micro-processus qui permettent à des organisations et des acteurs de s'accommoder ou se débrouiller avec les réformes. Et dans l'introduction au colloque, était utilisé un terme, les organisations subissent des réformes, et probablement que cette deuxième idée-là est en phase avec ce terme-là. Ce dont je vais vous parler aujourd'hui, en fait, ce n'est pas de ces travaux-là, c'est peut-être d'un autre aspect de notre programme de recherche très appliqué qu'on conduit depuis 3 ans sur les réformes à partir de problèmes que nous posent les organisations. Je vais donner 3 exemples rapidement. L'agence régionale à Vancouver, Fraser Health Authority, qui dit « Je veux réimaginer le système de santé, comment on fait ça? » Et on est 3 équipes qui travaillent avec eux pour réfléchir à quels sont les potentiels de transformation. La Nouvelle-Écosse, petite province de l'Est, qui veut réfléchir à 10 ans d'intervention pour améliorer le système et voir un peu ce qui devrait être fait dans les prochaines années. Et plus récemment, petite province du centre, je donne les détails géographiques pour ceux qui viennent de l'extérieur, petite province du centre, la Saskatchewan, qui entreprend un programme extrêmement ambitieux d'amélioration des soins et services et qui se pose la question de la participation de la profession médicale. Donc, ces expériences-là en cours ou en développement vont influencer une partie du point de vue que je vais prendre sur les réformes, qui est un point de vue, je dirais, conscient de l'architecture politique des systèmes, mais qui est un point de vue centré plus sur les organisations, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on sait et qu'est-ce qu'on ne sait pas sur notre capacité à aller chercher une marge de transformation et d'amélioration dans les organisations de santé. Là, j'ai mis quelques références récentes. Certains, c'est des rapports qu'on appelle des policy papers destinés à des organisations ou des gouvernements. Et d'autres, ça va paraître en juin. On a été invité à éditer un numéro spécial de Journal of Health Politics, Policy and Law, sur le sens des réformes en mettant en dialogue l'expérience américaine au Royaume-Uni
et au Canada aussi. Donc, de mettre en dialogue un peu et se poser la question, qu'est-ce que ça veut dire une réforme après 25-30 ans qu'on en parle? Là, je vais aller très rapidement. C'est clair que les réformes ont tous, au-delà des rationalités multiples qui les conduisent, ont tous à l'arrière cette idée assez simple de dire est-ce qu'on peut faire mieux, ce que certains appellent un système plus performant. Et là, je vais y aller en caricature. Ça, c'est pas une caricature, les autres sont plus drôles. Et dans tout ce que je vais dire, il faut retenir, entre autres, le rapport des Nations unies l'an dernier sur les inégalités de santé qui montre bien que oui, le système de santé a un rôle, c'est un classique. Peut-être ce rôle-là est appelé à s'accroître avec la plus grande prévalence des maladies chroniques et les comorbidités chroniques et l'allongement de l'espérance de vie, mais ce n'est qu'un déterminant, d'où l'impératif, lorsqu'on parle des réformes, de contenir le niveau de ressources qui est consacré au système de santé. Si vous étiez observateur de conseil des ministres dans différentes provinces canadiennes, et c'est la même chose dans les autres juridictions de l'OCDE, là où la ministre de la Santé, c'est la personne à abattre. C'est-à-dire, c'est la personne qui tend à mobiliser, bon an, mal an, la plus grande partie des ressources publiques consacrées aux dépenses de programme. Donc, il y a un impératif dans les réformes qui est tout au moins contenir la progression des ressources qui sont affectées. Il y a un enjeu de couverture aussi, c'est-à-dire qu'est-ce qu'un système offre et n'offre pas. Et là, c'est évidemment une caricature, mais il faut réaliser que nos systèmes, un des impératifs importants dans les réformes, c'est d'étendre la couverture. On est assez convaincu pour dire on a des systèmes universels, on a des systèmes publics, mais à la fois ces systèmes-là sont publics et universels dans une petite partie de l'offre de soins. C'est-à-dire tout ce qui touche les soins et services, par exemple, je crois en France, vous appelez ça pour la dépendance. Il y a des services publics d'offert, mais le système n'est pas tenu en soi à offrir ces services-là. Il est tenu d'offrir le médical nécessaire et l'hospitalier. Et donc, on a des enjeux de couverture énormes et ça paraît presque paradoxal. D'un côté, on dit qu'il faut contenir la progression des coûts, mais d'un autre côté, il faut trouver des marges pour étendre la couverture parce qu'on a une couverture qui est quand même assez restreinte dans notre système de santé pour un ensemble de soins et services qui sont vus comme nécessaires. Un deuxième enjeu qui est présent dans tous les pays de l'OCDE, c'est celui de la qualité et de la sécurité des soins. Et vous le savez, une des pires hypothèses qu'on peut faire à l'égard des systèmes de santé, c'est leur donner ce que j'appelle un chèque en blanc, c'est-à-dire de prétendre que tout ce qui est fait est de qualité, est à propos, est efficace. Et là, on n'a pas le temps d'en parler plus aujourd'hui, mais un des héritages scientifiques importants à ce niveau-là, ce sont des études du Dartmouth College aux États-Unis, de la grande école de médecine, qui montrent sur une période de 30 ans que, bon an, mal an, 15 à 30 de ce qui est fait dans des systèmes de santé est soit pas optimal, soit pas aligné sur les meilleures pratiques, soit pas destiné aux diagnostics concernés. Mais même si on disait 10 ça représente une marge importante à aller chercher. En termes de régulation des problèmes de qualité et sécurité, on n'est pas meilleur et on n'est pas pire que les autres. C'est-à-dire, lorsqu'on applique le programme de recherche de l'Institut de médecine de 2012 aux États-Unis, on arrive, bon an, mal an, à peu près au même résultat au Canada, c'est-à-dire qu'on crée par soins de santé des dommages aux personnes ou des décès à peu près dans la même proportion. La France ferait probablement pas exception. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas se faire soigner lorsqu'on en a besoin. Il faut pas. Et évidemment, toute la question de la vulnérabilité, s'il y a une chose dont nos systèmes de santé sont très peu équipés, c'est, même s'il y a tout un environnement social à ces situations-là, on sait que le système de santé au sens large peut donner un appui pour améliorer la qualité de vie de personnes en situation d'itinérance, vulnérabilité. Là, je vais juste prendre les dernières statistiques de la Commission canadienne sur la santé mentale. Au Canada,
J'ai souvent plus des statistiques canadiennes, parce que c'est là que je passe mon temps de ce temps-là, mais le Québec est probablement pas très différent. Mais bon an, mal an, au Canada, à peu près un tiers des personnes aux prises avec des difficultés qu'on identifie d'ordre de santé mentale au sens large, à peu près un tiers des personnes reçoivent une évaluation correcte de leur situation, et de ce tiers-là, un tiers recevrait une réponse adéquate. Et ce qui est une très faible performance. Et ce que ça commande en termes de réforme, c'est tout le développement de ressources communautaires. Il y a des évidences pour la prise en charge de certaines situations pour des ressources plus dans la communauté, et on a énormément de difficultés à rééquilibrer le système. Je vais y revenir au niveau de ces enjeux-là. Évidemment, il y a la question dont on s'approche progressivement, qui est la question des personnes âgées, avec l'augmentation des problèmes. Et je vais donner un exemple. Ce n'est pas toutes les personnes âgées, mais ce qui est nouveau actuellement, si vous prenez les cas de cancer, il y a de plus en plus de personnes qui font face à des cancers, qui ont aussi d'autres types de comorbidités chroniques. Et on vient d'obtenir un projet pour regarder sur 4 ans la tentative de l'hôpital général juif de Montréal de se transformer pour mieux répondre aux conditions long terme et aux comorbidités chroniques complexes. Évidemment, là, c'est un classique, ça prend des soins primaires à l'écoute, des soins de proximité performants et tout. Et vous savez, on a probablement fait du chemin au Québec avec les GMF. On a probablement fait du chemin à cet égard-là en Ontario avec les Family Medical Team. Mais en même temps, unanimement, le constat est que le chemin parcouru n'est pas suffisant. C'est-à-dire que beaucoup de personnes n'ont pas accès à des équipes interprofessionnelles de première ligne qui sont vues comme un dispositif extrêmement performant pour régler à peu près 80 de la, entre guillemets, de la demande de soins. Pourquoi? Et là, ici reste un petit bout qui est la question de prévention. Ici, ce que dit notre docteur à notre petit monstre, c'est cesser de manger des fumeurs, c'est pas bon pour vos poumons. Et évidemment, c'est pas une campagne anti-tabagiste que je vous fais là, mais c'est pour dire, on sait qu'on peut, par la prévention, entre autres autour de certaines maladies chroniques, marquer des points et avoir des meilleurs résultats dans le système de santé. À cet égard-là, encore là, au Canada, on n'est pas vu comme les plus performants dans l'application des meilleures pratiques. Ici, juste, là, il va y avoir certaines diapos en anglais, mais occupez-vous pas de l'anglais, puis essayez pas de tout lire ça, c'est juste pour une décoration. Mais ici, c'est la mise en rang à partir de 3 grandes banques de données du Commonwealth Fund, qui est une fondation américaine qui fait le monitoring de la performance des systèmes de santé dans les pays du Commonwealth. Et plus c'est rose, moins on est favorable. Et donc, le Canada, pour un per capita extrêmement important de ressources, c'est pas que c'est dramatique, mais ne se compare pas favorablement dans l'efficacité des soins, dans la mise en place des meilleures pratiques pour la gestion des maladies chroniques, et ainsi de suite. Par contre, on a une espérance de vie productive en forme heureuse, deuxième dans les pays du Commonwealth. Donc, raison de plus pour ne pas y consacrer plus de ressources. Et dans des échanges fréquents que j'ai en ce moment avec toutes sortes de monde qui s'occupent des systèmes de santé au Canada, et échanges qui parfois baissent ma probabilité de survie, je dis la pire chose qui pourrait vous arriver, c'est qu'on vous accorde plus de ressources tant que vous ne ferez pas mieux. Et si vous tombez endormi, là, ça c'est peut-être un des messages. Le rapport du Conseil Santé-Bien-être en 2010 au Québec a fait très bien ressortir un système de santé qui est orienté vers la prise en charge de problèmes aigus et peu adapté à la prise en charge et au suivi de maladies chroniques, conditions long terme. Donc, en fait, on a un véhicule qui peut être très performant. Si vous avez une tumeur au cerveau, on va probablement être au niveau de soins quaternaires extrêmement bien faits. Mais on a paradoxalement, et je revenais là-dessus, des déficits de soins importants. Donc, on a un système qui n'est pas ce qu'on a appelé équilibré dans certains rapports. Là, je pensais qu'André Pierre serait ici ce matin. André Pierre et collègues, là, et son fils
on fait circuler ce qui a appelé le manifeste des 59, une lettre ouverte au ministre de la Santé ce matin, pas ce matin, cette année, excusez, en janvier. Et ce qui est assez, là, je ne lirai pas tout ça, ce qui ressort clairement de ces propos-là, je dirais, et je le dis positivement, ce sont les mêmes constats qu'on fait depuis 20-25 ans sur notre capacité à réformer le système de santé. Et en 2011, on nous avait demandé un rapport sur qu'est-ce qui est arrivé depuis la signature de l'accord canadien sur la santé en 2004 avec les investissements, les transferts fédéraux. Est-ce que ça a eu un effet sur le système? Et on arrivait à peu près aux mêmes conclusions. C'est-à-dire, nous sommes dans un environnement où il y a ce que je pourrais appeler des noyaux fantastiques d'excellence, des innovations, certaines organisations qui performent énormément, mais un système qui est marqué par son histoire et sa structure et qui a énormément de difficultés à s'adapter à ce qu'on a appelé la demande émergente. Donc, le changement dans les besoins de soins de la population. Et en fait, de façon très indépendante, et j'avais travaillé ce rapport-là avec 4 collègues britanniques en 2011, et de façon très indépendante, on arrive à peu près au même grand constat sur les déficiences du système. Et quelque chose qu'on vient de mentionner, c'est en fait, l'argent ne suffit pas à produire ou à assurer une performance d'ensemble du système. Si demain matin, supposons qu'on avait une croissance économique équivalente à celle du Brésil actuellement, et qu'on déciderait politiquement de tout allouer les fruits de cette croissance-là au système de santé, on n'aurait pas, quand on regarde les évidences, une amélioration proportionnelle au niveau des investissements. L'économie politique du système de santé fait qu'on est dans ce que j'appelle un genre de taux de change favorable, défavorable si on était sur un marché monétaire. Pour chaque, ici, on va dire $1, vous direz €1. Pour chaque dollar investi, on n'obtient pas proportionnellement une amélioration conséquente. Et on va explorer un peu pourquoi. Il y a 3 propositions couramment avancées, c'est pour ça que je disais de façon lancinante depuis 20-25 ans, pour améliorer le système de santé. C'est il nous faut plus de leadership ou de détermination politique. Et dans le petit numéro qu'on édite sur les Real Reforms en juin, j'ai travaillé entre autres avec des politologues et c'est ce qu'ils appellent cet obscur ingrédient de leadership politique. On ne sait pas trop de quoi c'est fait, on ne sait pas trop pourquoi des fois ça se passe et on ne sait pas trop non plus pourquoi des fois ça se passe aligné autour de bons objectifs et de bonnes décisions, mais on sait que des systèmes qui ont réussi à marquer des points importants d'amélioration sont des systèmes dont l'environnement général du système a présenté un leadership politique, une coalition politique favorable, et je vais revenir. Ce qui est intéressant de regarder en ce moment, si vous suivez l'évolution du système de santé au Royaume-Uni, c'est que vous aviez pendant, et là, ce n'est pas un énoncé politique, là, mais vous aviez pendant un nombre important d'années énormément d'efforts pour marquer des points pour améliorer le NHS, le système de santé au Royaume-Uni, avec des résultats quand même intéressants. Et là, vous avez un nouveau gouvernement et des décisions à l'égard du système qui, tout le monde s'entend, risquent de miner les acquis. Donc, l'environnement politique est important, ça on le sait, et le leadership politique de ce que j'appellerais en faveur de l'amélioration est important. Et évidemment, une autre incantation fréquente, c'est avoir de meilleures organisations et qu'elles soient mieux gérées. Vous le savez, quand vous êtes dans les universités au Québec, on vous dit constamment que vous êtes mal géré. Bien, le système de santé aussi, on dit ça, les gens gèrent mal, s'ils faisaient mieux. Et ça fait 20-25 ans qu'on appelle cette histoire-là. Et une autre proposition est de dire qu'il faut absolument réajuster le système d'incitation et là que ce soit
la question de la rémunération médicale, le mode de paiement, mais aussi, tout aussi important, la façon de financer les établissements. Et là, je vais revenir aussi parce qu'il y a beaucoup d'incertitudes sur ce qu'on apprend des études et les effets de l'incitation économique. C'est-à-dire, pour ceux qui vont tomber endormis, c'est probablement une partie importante de l'histoire, mais ça vient renforcer de bonnes politiques et des capacités organisationnelles fortes, mais ce n'est pas l'ingrédient le plus actif pour l'amélioration des soins et services. Ce qui s'est passé souvent au niveau des réformes, et ce que dit la petite caricature ici, c'est que nous sommes maintenant bien organisés pour reproduire exactement ce qu'on faisait. Et je dirais, cette phrase simple-là est probablement, de mon point de vue, un des messages les plus importants. De façon constante, qu'est-ce qu'on a appris à regarder les organisations de santé? C'est on peut faire des très grandes réformes que vous avez appelées ici des reconfigurations, on peut transformer des structures, mais si les processus de production et d'organisation du travail ne bougent pas, on est à fort risque de reproduire exactement ce qu'on faisait. Dans un langage différent, l'Institute of Health Improvement aux États-Unis, qui a une certaine presse dans le domaine de la santé, son fondateur, Don Berwick, avait une phrase, je dirais, lumineuse et simple, c'est « tout système est exactement dessiné pour obtenir les résultats qu'il obtient ». Et donc, si on ne modifie pas sa façon de produire, on va produire la même chose, avec le même niveau de qualité, à même coût, et ainsi de suite. Bon, qu'est-ce qu'on a essayé de dire là-dessus? C'est clair, à peu près tout le monde s'entend sur ce qu'il faut faire et ce qu'il faut mieux faire. C'est-à-dire, on en fait un petit peu, mais pas suffisamment. Tous les rapports sur la performance des systèmes provinciaux au Canada, et on regarde ensemble sur le système de santé canadien depuis les 10 dernières années, souligne qu'il y a eu des pas dans la bonne direction, mais que l'adaptation était trop lente ou insuffisante aux besoins émergents. C'est un constat un peu brutal, mais qui se répète. Donc, je l'ai dit, des soins primaires, être meilleur dans la gestion des maladies chroniques et de la comorbidité, réduire les variations légitimes en soi, puis ça, c'est extrêmement important si vous êtes patient, c'est s'assurer que vous recevez des soins de qualité en fonction des meilleures pratiques. Et là, on a des comparatifs dans le monde qui font beaucoup mieux que nous. Et ça, on oublie souvent d'en parler, qui touche le cœur de l'économie politique de ces systèmes-là, réussir à ne pas investir une trop grande part des argents ou des nouveaux argents dans l'augmentation des prix des services et des salaires. Là, vous dites, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Allez sur le site de l'Institut canadien d'information sur la santé en 2011 et ils nous ont révélé une grande surprise. On s'inquiétait énormément, il y a 4-5 ans, de la progression des coûts autour du médicament et des technologies, entre autres d'autres densités, mais le poste qui a fait le plus de pression sur les coûts, c'est l'augmentation de la rémunération médicale. N'y voyez pas une montée en charge contre la profession médicale, mais voyez que structurellement dans le système, la régulation qui se fait au niveau central d'un gouvernement qui négocie des ententes avec la profession médicale, à peu près indépendamment de ce qu'on exige au niveau de la fourniture des soins, a créé une capacité de transférer une partie des ressources importantes du système. Et ça, tant qu'on ne prendra pas ça plus au sérieux, c'est pour ça que dans le titre, je mettais, il y a quand même un élément politique, c'est pas juste organisationnel, on ne réussira pas à bouger substantiellement. Et je regardais, la semaine dernière, j'étais en Nouvelle-Écosse, augmentation de 6,5 % de la rémunération de le personnel infirmier pour éviter une grève. Je ne suis pas contre l'ajustement des rémunérations, je dis juste qu'on est devant quelque chose qu'on ne souligne pas suffisamment lorsqu'on parle d'utilisation des ressources. Bon, qu'est-ce qu'on a réussi à bien faire puis qu'on sait faire? En fait, depuis une dizaine d'années, on est extrêmement bon, contrairement à ce que disent souvent les médias, pour rajouter une enveloppe budgétaire et aller chercher un volume latent de production pour des soins aigus.
En clair, si vous parlez à des équipes en chirurgie, en traumatologie, ils sont tous épuisés, ils travaillent, ils peuvent vous donner des entrevues à la radio et tout. Mais si vous sortez une nouvelle enveloppe budgétaire, soudainement se recompose une capacité de travail que j'appelle une capacité latente de production, qui est liée à un algorithme très simple. C'est plus vous produisez, plus le revenu augmente, surtout quand vous êtes à l'acte. Et ce qu'on est capable de faire, c'est baisser les temps d'attente pour des procédures de soins aigus où on avait des mauvais résultats au début des années 2000. Et là, la plupart des systèmes de santé provinciaux au Canada ont bougé favorablement. C'est-à-dire, on est capable d'acheter de la hanche, du genou, de la cataracte, puis on trouve moyen et on baisse significativement les temps d'attente. Pour exemple, l'an dernier au Québec, à 95 % dans les différents marqueurs empiriques de la performance du système sur les temps d'attente pour les soins aigus, on est à 95 % dans les benchmarks des meilleures pratiques. Donc, il n'y a pas de drame si vous avez quelque chose à vous faire remplacer demain, ça, on sait faire. Ce qu'on ne sait pas faire, par contre, c'est si on ajoute de l'argent, est-ce qu'on va être capable d'aller chercher une meilleure prise en charge pour les zones que je décrivais comme étant fortement déficitaires au niveau des soins, suivi des maladies chroniques, comorbidité, vulnérabilité, soins à domicile pour les personnes âgées fragilisées, tout ce que vous voulez entrer qui ne fait pas partie du centre de gravité du système, qui sont quelque chose qu'on découvre en cours de route. Nos systèmes n'ont pas été conçus de façon prioritaire pour répondre à ça. Et là, à la fois, on a des déficits d'investissement, mais pour ce que j'ai dit tantôt, ici, au niveau de la propension du système à absorber les ressources, c'est pas parce qu'on ajoute demain matin 15 millions, là, c'est pas gros en santé, mais c'est pas parce qu'on ajoute 15 millions que ça va bouger, que ça va retomber dans les secteurs déficitaires de soins pour le problème d'économie politique que j'évoquais tantôt. Donc, il y a une espèce de paradoxe de la performance dans le système de santé qui est de dire d'un côté, un système coûteux, bien doté sur le plan des ressources, avec une main-d'œuvre remarquablement qualifiée et des gens souvent très dévoués, et le maintien à travers le temps de déficits de soins importants. Bon, qu'est-ce qu'on a essayé de faire avec ça? C'est de dire, bien, une voie possible et partielle pour accroître notre capacité à réaliser les réformes, c'est peut-être porter une plus grande attention aux cas déviants positifs, c'est-à-dire aux organisations qui, par leur initiative et leur pratique, se démarquent des autres organisations dans des environnements similaires. En clair, il y a là presque un point de méthode. Si vous prenez les travaux de l'OCDE, Banque mondiale, Commonwealth Fund, il s'est réalisé beaucoup d'analyses comparées de systèmes de santé de façon très macroscopique pour comparer leur architecture et le mettre en relation avec la performance. Entre autres, Geneviève Paris et son équipe à l'OCDE en 2011, les rapports sont gratuits sur le web. Et qu'est-ce qui ressort de ces travaux-là? Si je reprends la conclusion d'un des rapports de l'OCDE, c'est de dire qu'il n'y a peut-être pas une bonne recette d'ensemble. Il y a peut-être différentes façons de faire pour arriver à une meilleure performance. Et à partir de ce constat-là, l'approche, nous, qu'on a prise, c'est de dire on apprend certaines choses des analyses comparées très macroscopiques, mais peut-être qu'aussi on apprendrait autre chose si dans un environnement homogène sur le plan politique, économique, on s'intéresserait au cas déviant positif, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait, par exemple, qu'un C3S au Québec, dans un même environnement qu'un autre C3S, va mieux performer. Et de regarder ça dans différentes juridictions au niveau international et se dire, est-ce qu'on peut apprendre quelque chose sur ce que j'ai appelé une perspective organisationnelle sur les réformes. Et évidemment, ce truc-là est optimiste, c'est-à-dire, il fait l'hypothèse, et c'est ce qu'on a écrit dans le numéro qui va sortir de GHPPL, on fait l'hypothèse que les organisations, lorsqu'elles mettent en place certaines pratiques et initiatives, peuvent compenser en partie, et là je le souligne 3 fois, en partie, les limites structurelles, politiques, économiques du système.
Et on a des exemples empiriques de ça. Ça fait très managérial, c'est pour des auditoires de managers en action. Mais dans les travaux qu'on nous avait demandés en 2011, un des rapports qu'on nous demandait, c'était de regarder 3 systèmes qui ont été cités comme des exemples dans le monde comme ayant le plus amélioré leur performance à travers le temps. Ce ne sont pas les seuls, mais en voici 3. Young Shipping en Suède, petit système régional, semi-rural, à 140 km de Gothenburg, qui bénéficie du même per capita de couronne suédoise que les autres régions de la Suède. La Suède, dans l'ensemble, performe très bien, mais eux se sont démarqués à plusieurs égards et ont développé un ensemble de pratiques qui les distinguent. Un autre système totalement atypique, South Central Foundation, vous êtes en Alaska, population de Première Nation dominante, petit système en population, 45 000, qui avait les pires indicateurs il y a à peu près 20 ans et qui a amélioré substantiellement son système. Et là, bien sûr, vous allez dire, oui, 45 000, grand territoire, population des Premières Nations, on est très différents. Mais pour ceux d'entre vous qui ont déjà visité les régions nordiques au Canada, le défi d'améliorer les soins est probablement 300 fois plus grand que dans la région de Montréal. Fait que s'ils ont réussi quelque chose, ça vaut la peine de le regarder. Et un autre système de taille plus comparable, Intermountain, État du Centre aux États-Unis, qui a institutionnalisé le best practice, qui a standardisé les meilleures pratiques, qui a économisé énormément de ressources et dont les résultats cliniques dépassent tous ces comparables. Il nous reste 5 minutes pour parler de ça. En gros, qu'est-ce que ça dit ici? Là, je vais aller très vite. Après avoir regardé ces 3 systèmes-là, mais aussi basé sur l'examen en 2008 dans une autre étude de 5 autres systèmes qui ont été vus comme très performants, ce sont des systèmes où les organisations font de l'amélioration de la qualité et de la sécurité des soins le cœur de leur stratégie et qui dessinent les processus organisationnels en conséquence. En clair, et là j'ai un autre cas en tête qu'on a regardé, Virginia Mason à Seattle, le conseil d'administration, il ne passe pas juste son temps à parler comment aller chercher plus de ressources en faisant du lobbying externe, mais il passe la majeure partie de ses réunions à regarder si les indicateurs de qualité et de sécurité s'améliorent et qu'est-ce qu'il faudrait faire dans l'organisation. Donc, un devoir organisationnel qui n'est peut-être pas toujours fait avec la même énergie. Je ne vais pas tout passer ça, sinon dire que ce sont des organisations qui mettent énormément d'efforts à développer ce qu'on a appelé des capacités pour l'amélioration de la qualité. Ces choses-là sont connues dans différentes industries, sont peu appliquées en santé. Et là-dessus, je dois dire, M. Bolduc, avec sa féroce enthousiasme pour la ligne, a une hypothèse qui est peut-être raisonnable, et Viviane va en parler tantôt, sauf que ça prend la vision clinique avec et les autres leviers dans une organisation. Ce n'est pas juste un programme à part, la ligne, c'est une approche plus globale, et là, on n'a pas le temps d'en parler. Et, très important, ils forment beaucoup leurs professionnels pour faire ça. C'est-à-dire, ils ne disent pas juste « faites des réformes », mais on va aussi vous équiper pour travailler différemment. C'est très simple comme idée. Le problème, c'est qu'on, vous le savez, actuellement, on consacre encore moins de ressources à la formation et au développement des capacités en situation de travail qu'on en consacrait. Si l'aéronautique faisait ça, je vous garantis qu'on prendrait moins l'avion. Et c'est très clair, là. On est dans une industrie complexe, à forte intensité technologique, avec une main-d'œuvre extrêmement qualifiée, et on injecte des milliards et très, très peu dans la mise à jour des capacités. Je vous fais l'économie de ça, sinon, ça vient, évidemment, c'est en anglais, ça vient de South Central Foundation. La chose du système en Alaska, et la dame qui a pris ça il y a une quinzaine d'années est originaire de la communauté là-bas. Elle a eu l'occasion d'aller étudier, elle est revenue, elle a dit ce système-là ne marche pas. Et elle a convaincu la population de dire que tant qu'on reste organisé comme ça, le système ne marche pas. Et une des premières choses qu'ils ont faites, qui m'apparaît extrêmement brillante,
Ils ont dit pour toutes les conditions de faible acuité qu'ils appellent. C'est-à-dire une condition de haute acuité, c'est si moi je voyage à vélo, si je m'en vais à vélo tantôt et une voiture me frappe et j'ai un traumatisme crânien ou que je participe à des activités à Victoriaville en fin de semaine et que j'ai un traumatisme crânien, bien, là, j'ai en fait peu à dire. On va me rentrer dans la machine, je suis dans une machine experte et on les souhaite les plus experts possibles, ils vont m'opérer, ils vont tout faire ça. Mais 80 de nos conditions sont de faible acuité. Ce qui a été appelé dans les pays dits en voie de développement les soins primaires. Et l'hypothèse qu'ils ont fait, qui est extrêmement intéressante, est de dire les conditions de faible acuité, ceux qui contrôlent le processus et l'outcome, ce sont, entre guillemets, appelez-le comme vous voulez, les patients, les usagers, les personnes. Et ils ont travaillé à complètement réorganiser le système autour de ça, incluant dans ses priorités. Et ça a changé, là, on n'a pas le temps de faire une histoire longue, ça a changé le rôle des professionnels significativement. Et là, je vous fais l'économie de ça. Ils ont des résultats incroyables à un endroit où c'était vu comme impossible d'améliorer les résultats. Et je leur dis, pour ceux qui ont travaillé dans le Grand Nord canadien, ce n'est pas un endroit facile pour améliorer les choses. Bon, ça, c'est Young Shipping en Suède, Intermountain au centre américain. Qu'est-ce que j'ai essayé de vous dire, en fait, c'est qu'on a écrit dans le rapport en 2011, c'est, au fond, il y a peut-être, et je termine là-dessus, il y a peut-être 5 zones stratégiques qu'il faut investir avec un peu plus d'énergie si on veut donner un petit élan, ce qu'on a appelé les réformes, c'est-à-dire mieux adapter aux besoins de la population de nos systèmes. Il faut rééquilibrer le système, et là-dessus, il y a peut-être des nouvelles un peu encourageantes. En 2011, dans la sérieuse revue de Milbank, des collègues de McMaster et au Québec ont publié une appréciation de la réorganisation des soins primaires au Canada en disant, en gros, on marque des points. C'est long, mais la médecine dite de famille et les équipes de soins se développent. Ils se développent probablement trop doucement, mais par une conjonction qui est très momentanée, peut-être d'un certain leadership politique et un certain leadership professionnel, dont le leadership de la profession médicale, il y a des points de marquer. Ceci étant dit, ces équipes-là de soins primaires ont besoin de se développer avec beaucoup plus de ressources. Ce que j'ai dit tantôt, c'est la santé mentale, ce que j'ai dit, c'est la vulnérabilité, sa fragilité, commande autre chose qu'un bon médecin de famille avec un ou une bonne infirmier ou infirmière. Ça commande des équipes beaucoup plus structurées. Et ces modèles-là existent depuis 40 ans. Ça serait même gênant de dire que c'est une innovation. Et ça, c'est un autre défaut qu'on a. On tend à surestimer notre capacité d'innover dans le système de santé. On innove beaucoup en matière de technologie, de médicaments, donc les innovations dites matérielles, mais les innovations immatérielles au niveau de l'organisation et du système, on reste assez faible. 2, activer des nouvelles dynamiques professionnelles, et là, en clair, dans tous les systèmes qu'on a regardés, plus performants, plus adaptatifs, la question de l'engagement de la profession médicale est importante. C'est une question qu'on devra résoudre. On vient d'avoir un projet pour regarder ça avec différentes provinces canadiennes. Il y a des limites politiques, structurelles importantes dans le système, mais il faut essayer de s'inspirer de stratégies organisationnelles qui font qu'ailleurs, l'engagement ne s'est pas limité uniquement à négocier un rehaussement tarifaire en échange d'un peu plus de production d'actes. Ce mode-là est totalement dysfonctionnel. Création, on a appelé un peu fortement là, de contre-pouvoir, c'est-à-dire les systèmes qui se sont améliorés ont pris au sérieux, pour exemple, l'engagement des patients dans le redesign des soins et services. En ce moment, il y a 14 expériences au Canada qu'on suit dans un projet de recherche de BC à Nouvelle-Écosse qui essaie sérieusement d'asseoir à la table des patients pour changer la conversation avec les professionnels et les gestionnaires sur la manière dont les soins devraient être organisés.
Et ça, il y a des comparatifs internationaux qui montrent que ça a du potentiel. Évidemment, l'engagement de la population, et là, je vais donner l'exemple de la Nouvelle-Écosse, parce que je passe du temps en ce moment. Un des grands défis pour le ministère de la Santé en Nouvelle-Écosse, c'est de dire on a des bonnes idées pour les politiques, pour le système, mais il faut qu'elles soient acceptées par les citoyens. Et ça, ce n'est pas un problème simple à résoudre. C'est-à-dire on a une tendance à revendiquer de façon infinie une intensification du soin aigu, de la technologie. On en a tous besoin quand on est malade. Mais j'ai rarement vu des groupes, sauf les associations militantes, mais des citoyens dire c'est pas de ça qu'il nous faut, la Xème génération de tomodensitomates X. Ce qu'il nous faut, c'est peut-être des soins à domicile mieux financés. Les revendications sont en général très, très faibles à ce niveau-là. Ils devraient être beaucoup plus forts. Création d'un milieu favorable aux innovations et à la performance. Et là, il y a la question de l'incitation dont je parlais tantôt. On n'a pas le temps de la traiter ce matin. Il faut financer différemment les organisations de santé. Il y a toutes sortes de techniques pour faire ça. Probablement rémunérer différemment la profession médicale, mais retenir que les études sur ce qu'on a appelé l'intégration économique des professionnels aux organisations donnent des résultats controversés. Et ce qu'elles montrent, c'est que ça peut avoir un effet de renforcement lorsqu'on a mis en place les autres conditions. Donc, ce qui est plus important, c'est moins l'incitatif économique en soi, mais son alignement avec le reste des caractéristiques du système. Et ça, il y a du travail à faire, mais c'est peut-être pas par là qu'il faut commencer demain matin, surtout que politiquement, à date, on n'a pas été capable de faire grand-chose à ce niveau-là. Et prendre, c'est le point ce matin, c'est prendre plus au sérieux le travail qu'on peut faire au niveau des organisations qui, à terme, quand vous êtes usager du système, c'est ça que vous rencontrez. Vous ne rencontrez pas des grandes politiques, vous rencontrez du monde qui essaie de produire quelque chose, et c'est ça qui détermine beaucoup votre expérience du système. À l'arrière de cette petite présentation-là, il y a peut-être 3 questions qui animent nos travaux. C'est comment convertir au sens sociologique du terme, l'hypothèse de Friedson, l'influence et l'expertise d'une profession dominante, la médecine, je le redis au sens sociologique, ce n'est pas un truc négatif, en actif pour l'amélioration des soins et services. Il y a des systèmes qui font mieux que nous. Comment accroître notre capacité de conduire des réformes dans des environnements caractérisés à la fois par une très forte par une très forte volatilité politique et un très fort interventionnisme politique. Et à la fois, on a besoin de cet interventionnisme-là pour rendre les réformes possibles, mais il faut qu'il y ait une certaine patience au niveau politique parce qu'on n'améliore pas les soins et services du lundi au mardi, même si des gens peuvent vous promettre ça. Et ce sur quoi j'ai essayé beaucoup d'insister, c'est comment développer les capacités organisationnelles et de gouvernance clinique pour accroître la pertinence, l'efficacité et l'efficience des soins et services. 3 concepts, peut-être, si on revient un peu plus à la théorie avec lesquels on joue, c'est cette idée que les organisations de santé sont en fait restées des organisations extrêmement incomplètes et il faut travailler un peu plus sur l'identité, l'engagement, la réorganisation du travail. 2, on joue aussi avec Corinne qui est ici avec la notion d'écologie favorable à l'innovation, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait que des organisations vont se démarquer d'autres et de quel type d'environnement à terme elles ont pu bénéficier. Et 3, ça c'est plus récent, peut-être un rapatriement de certains travaux de Michel Foucault autour de la gouvernementalité et entre autres dire est-ce qu'on peut raisonner une réforme comme une transformation d'un régime de gouvernementalité. On a dit au Québec, entre autres, les C3S ont aussi un nouveau mandat d'amélioration de la santé de la population. Voilà un nouvel objet de gouvernement. Quel type de microprocessus et pratiques se développent dans les organisations pour rendre possible les transitions de régime de gouvernementalité qui pourraient être une autre façon
de regarder les réformes. Même chose avec les instruments dont va parler Viviane tantôt. Dans une perspective de gouvernementalité, les instruments nous permettent de tester la résistance d'un système, mais aussi d'ouvrir des opportunités d'apprendre de nouvelles choses. Et le projet qu'on démarre à l'hôpital général juif va regarder attentivement une batterie d'instruments pour accroître la capacité de gouvernance clinique. Je vous remercie.